Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Politique. C'est Benoît Hamon qui est notre invité ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je voudrais que nous commencions avec un sentiment sans doute que partagent la plupart des Français au sujet de cette campagne qui est traduite par le JDD aujourd'hui, qui met un fond noir en une et qui titre « La sale campagne » autour des affaires notamment et qui accompagne ces quelques semaines déterminantes pour l'avenir du pays. Quel est votre sentiment, vous qui êtes candidat? Semblable à celui de beaucoup de Français. Un mélange de honte de voir l'argent polluer ainsi la campagne, dans le rapport à l'argent de certains candidats, deux candidats qui sont mis en examen et qui pourraient être demain, s'ils étaient élus président de la République, devoir rendre compte à la justice de la façon dont ils ont utilisé de l'argent public pour salariés et des collaborateurs, accepter des commissions, des cadeaux, tout ceci donne un sentiment de honte, mais plus généralement le sentiment d'élite déboussolée. D'élite complètement déboussolée, quand aujourd'hui on en arrive, par exemple, 3 candidats là encore sur 5, à considérer qu'il faille reprendre la demande du Kremlin, Moscou, de renégocier les frontières. Renégocier les frontières, c'est-à-dire s'ouvrir des possibilités de conflit dont on s'était jusqu'ici préservé grâce à la construction européenne, parce que Helmut Kohl, François Mitterrand, deux grands hommes d'État, avaient proclamé l'intangibilité des frontières après la chute de l'URSS. Une forme de sentiment, oui, de honte, d'inquiétude à l'égard de ces dirigeants politiques aujourd'hui, dont j'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas pris la mesure de ce qu'étaient les demandes des Français. Ils veulent de la sécurité, être sûrs et être protégés en Europe, notamment des périls extérieurs. Ils veulent du pouvoir d'achat en clair. Ils veulent qu'on parle de leur pouvoir d'achat et un peu moins des comptes en banque des élus. Ce qui veut dire que lorsque certains de ces candidats estiment que la justice n'a pas à intervenir, à interférer dans cette campagne, qui font valoir cette espèce de tradition de pause durant une campagne, c'est un argument, vous, que vous rejetez d'un bloc. Et complètement. Au nom de quoi toutes les procédures se poursuivraient pour les Français? Au nom de quoi ceux qui viennent à ma place à cette table diraient, les autres candidats, écoutez, il faut la tolérance zéro pour les délinquants, il faut demain demander des efforts aux plus modestes, et eux seraient préservés des procédures judiciaires comme des efforts. Ça n'est plus possible. Et c'est ce sentiment d'impunité des élites qui les ont conduits parfois à considérer normal qu'on puisse salarier quelqu'un de sa famille et lui demander de rétrocéder une partie du salaire, à se comporter avec légèreté avec l'argent public, qui crée aujourd'hui la nausée. Et une nausée légitime, parce qu'après tout, qui demande aujourd'hui de baisser les subventions aux services publics, de diminuer le nombre de fonctionnaires, de baisser les concours aux collectivités locales? François Fillon, Emmanuel Macron. Donc moins de services publics. Qui demande qu'on puisse plus facilement arrêter l'indemnisation d'un chômeur? François Fillon, Emmanuel Macron. Qui demande que finalement les efforts portent sur les mêmes? Augmentation de la TVA, baisse de la CSG pour l'autre. Emmanuel Macron, François Fillon, deux candidats Emmanuel de Macron droite. n'est pas mis en examen en l'occurrence. D'accord, mais je vous parle des programmes politiques. Les efforts portent toujours sur les mêmes. Et les deux mêmes disent, on va baisser quoi? L'impôt sur la fortune. 5 milliards d'euros chaque année de recettes qui nous servent à quoi? À financer justement du service public. Eh bien, si on ne voit pas qu'aujourd'hui tout cela crée légitimement de l'inquiétude, de la colère, du ressentiment, moi en tout cas, c'est là-dessus que je veux faire campagne. Alors justement, vous allez faire des propositions cette semaine, vous allez les détailler, Benoît Hamon, notamment la transparence, la lutte contre la corruption. Quel est le chantier principal, la première mesure selon vous sur laquelle il faut travailler pour rétablir ce lien de confiance entre les Français et les hommes et les femmes politiques? Je crois qu'on ne peut pas transformer ce pays si on n'est pas libéré des lobbies, pour commencer. Si on ne montre pas qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts entre ceux qui servent l'intérêt général et ceux qui défendent des intérêts particuliers, par ailleurs légitimes, ils existent dans la société, mais qui ne peuvent pas, ces intérêts particuliers, déterminer ce que doit être la ligne d'un gouvernement. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on s'inspire de ce qui se fait dans d'autres grandes démocraties modernes, et que demain, quand le Premier ministre sera nommé, qu'il composera son gouvernement avec le président de la République, chaque ministre soit d'abord présenté devant les commissions compétentes du Parlement, présenté pour faire valoir ses compétences, ses capacités, qu'il soit fait la lumière sur sa situation fiscale, de façon à ce qu'on n'ait aucun doute sur sa probité. Il aura bien payé ses impôts, et d'autre part qu'il n'aura aucun conflit d'intérêts. Cela se passe aux États-Unis, cela se passe au niveau européen. Est-ce que c'est une garantie totale aux États-Unis? Plusieurs ministres ont été confirmés dans leurs fonctions par les commissions parlementaires. Malgré tout, il continue d'y avoir des doutes. Oui, mais aujourd'hui en France, il y a des doutes en permanence. Et il y a des doutes légitimes. Et quand demain nous allons avoir à prendre des positions sur la sortie du diesel, des positions sur les perturbateurs endocriniens ou les pesticides, il faudra que nous soyons, en tout cas que le chef de l'État et son gouvernement,
à l'abri de ces lobbies qui aujourd'hui fabriquent du doute, tentent justement de mettre en cause la décision qui est celle du peuple par un travail d'influence, un travail de lobby. Et ça, c'est indispensable. Est-ce que le passé qu'il puisse y avoir, en tout cas, le maximum aujourd'hui de moyens pour les citoyens d'en savoir davantage sur les liens qui existent entre ceux qui défendent l'intérêt général au nom du peuple et ceux qui sont aujourd'hui des lobbies qui essayent de peser dans la décision. Est-ce que le passé d'une femme, d'un homme politique, a un poids dans cette logique selon vous ? On peut avoir travaillé dans une société privée et passer une autre vie ? Oui, mais parfaitement. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas remettre en cause le CV des uns et des autres. Et moi, je suis pour qu'il y ait... Mais en fait, vous comprenez bien pourquoi je vous pose cette question. C'est comment est-ce que vous arbitrez cette limite qui parfois sera sans doute compliquée à arbitrer. Écoutez, quand aujourd'hui vous avez des parlementaires qui ont aussi des sociétés de conseil, que ces sociétés de conseil les amènent à jouer les intermédiaires avec des puissances étrangères, avec des grands lobbies étrangers, que l'on constate que dans les faits, les amendements qu'ils déposent au texte de loi sont des amendements qui reprennent à la lettre ce que proposent de grands lobbies, on voit là qu'il y a des conflits d'intérêts évidents. C'est aussi une des raisons qui justifie qu'un des premiers textes que je ferai adopter à l'Assemblée nationale sera de demander que demain, chaque élu, en tout cas personne qui se présente aux élections, ait un casier vierge de toute accusation de corruption, de façon à ce qu'on puisse être assuré, en tout cas, que la démarche de ceux qui se présentent n'est pas une démarche qui vise finalement à essayer d'être élu pour bénéficier de l'immunité parlementaire dont je souhaite aussi qu'elle ne puisse plus entraver la justice ordinaire. La justice ordinaire, elle doit permettre de poursuivre des hommes politiques pour des faits de corruption. Là encore, notre démocratie a besoin de respirer, de faire mieux que ce qu'elle faisait jusqu'ici. Et j'entends bien, tant sur le lien qui est celui des responsables politiques aux grands lobbies privés, que sur le lien en général des responsables politiques à l'argent, faire en sorte de donner des gages de transparence réels aux citoyens pour qu'ensuite on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? Le pouvoir d'achat des Français, leur situation à eux, et pas seulement le fait de devoir commenter les turpitudes de Mme Le Pen et de M. Fillon. Je voudrais juste dire un mot de la politique encore dans cette campagne, Benoît Hamon. Manuel Valls a annoncé donc qu'il ne vous parrainerait pas, donc en gros qu'il ne vous soutiendrait pas officiellement. Il y a eu plusieurs ralliements à Emmanuel Macron cette semaine, de ministres, Barbara Pompili, Braillard, Le Drian, jeudi, alors que vous-même aviez une journée consacrée à la défense. Est-ce que vous estimez que le Parti socialiste vous soutient suffisamment, Benoît Hamon ? Est-ce que le PS et ses patrons suffisamment taper du poing sur la table pour dire à certains, si vous ne soutenez pas notre candidat tel que nous l'avons prévu avec l'organisation de notre primaire, eh bien vous faites vos affaires. Écoutez, moi je ne suis pas le grand inquisiteur. Je le dis. J'observe aujourd'hui qu'effectivement, il y a une forme de candidature fourre-tout, avec un programme qui est un programme qui davantage inspiré par les programmes de M. Balladur dans les années 95 et ses successeurs ensuite, que par une volonté d'améliorer les conditions d'existence des gens. Et pourtant, finalement, on constate un mouvement d'anciens ministres de gauche, d'anciens ministres de droite. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont gouverné un jour, finalement, aujourd'hui, se retrouvent autour de M. Macron, tous ceux qui veulent gouverner encore. C'est ça la raison, selon vous ? Mais je crois que ça joue beaucoup. Je crois qu'il y a en France aujourd'hui des femmes et des hommes qui ne veulent pas passer le témoin, qui ne veulent pas se tourner vers l'horizon, qui ne comprennent pas ce qui se passe en France, les transformations que nous connaissons, le réchauffement climatique et ce que cela suppose sur la conversion écologique de notre économie, la transformation du travail, l'aspiration à une démocratie différente. Je pense qu'une partie, oui, des dirigeants qui viennent de droite et de gauche, qui se retrouvent autour d'Emmanuel Macron, demandent quoi ? Donnez-nous 50 plus. Donnez-nous 50 plus au chaud. Eh bien moi, je considère aujourd'hui qu'il est temps de tourner cette page-là. Quelle est la particularité de J'entends ce que vous dites, Benoît Hamon, excusez-moi, mais juste... ça vous agace pas que le Parti socialiste ne soit pas plus clair dans la façon dont il prend position vis-à-vis de celles et ceux qui portent la même étiquette politique que vous et qui ne vous soutiennent pas ? Je ne suis pas non, vous ne l'êtes plus uniquement, mais vous avez cette étiquette. Mais je ne suis pas le candidat d'un parti. Je ne suis pas le candidat du Parti socialiste. Je ne suis pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Je suis le candidat d'un mouvement qui se tourne vers ce que moi j'ai appelé un futur désirable. Oui ou non, voulons-nous qu'à cette occasion incroyable, qui est une élection présidentielle, nous amène à penser le monde dans lequel vont grandir nos enfants et dans lequel ils feront des enfants. Certains nous disent non, gardons le monde tel qu'il est, gardons nos places au chaud, trouvons le meilleur candidat, celui qui nous permet de rester au pouvoir. Et moi, je ne veux pas de cela. Je le dis, je serai le candidat qui passera le témoin à la génération nouvelle, parce qu'il me semble aujourd'hui qu'elle a besoin, elle, de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous, président, il n'y aura pas de ministre qui était là pendant 5 ans et dans votre équipe ?
Mais il peut toujours rien avoir, mais là vous observez qu'il y a quand même un mouvement incroyable. Il y a de Robert Hue à Alain Madelin autour d'Emmanuel Macron. Je lisais dans le JDD aujourd'hui que Monsieur Villepin, le CPE, pour rejoindre donc ceux qui à gauche ont rejoint Emmanuel Macron. Mais autour de quel projet? Je ne vois qu'un seul projet: rester au pouvoir. Je ne vois autour d'Emmanuel Macron qu'un seul projet politique: permettre à ceux qui avaient le pouvoir économique, médiatique et politique pendant 20 ans d'y rester 50 plus. Benoît Hamon, juste un mot de commentaire sur une affiche qu'on découvre sur BFM TV aujourd'hui, ce dimanche. C'est l'affiche de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, la force du peuple. Vous inspire quoi cette affiche? J'aime le peuple, et j'aime le peuple français, et je veux qu'il soit parfaitement souverain, mais souverain en Europe. C'est la raison pour laquelle, en matière de politique étrangère, c'est ma différence avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, aligner la France sur la position de M. Poutine et du Kremlin soit bonne. On va parler dans un instant. Mais d'un mot, c'est la raison pour laquelle ma différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que moi, je crois que le destin de la France reste en Europe, dans une Europe exigeante, mais qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui, finalement, faire taire ce qui a toujours été notre aspiration à nous, femmes et hommes de gauche, à construire des coopérations et la paix en Europe. J'ai le sentiment que c'est pas le chemin que prend Jean-Luc aujourd'hui. Il y avait Jean-Luc Mélenchon à votre place il y a quelques semaines, je le recevais un dimanche, il regardait une photo de vous dans ce même écran, et il m'a dit, c'est rigolo, Benoît, il me fait penser à moi il y a, allez, on va dire 20 ans maintenant. Écoutez, c'est sympa, hein. Mais moi j'espère que être président de la République, là maintenant, c'est-à-dire au moment où justement notre pays connaît de profondes transformations. Et j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence de Jean-Luc, mais je pense que par symétrie avec celles et ceux qui cherchent à maintenir le système tel qu'il est, je pense que par symétrie aujourd'hui, ils ne prennent pas en compte ce sont les transformations du monde. Et je les crois les uns et les autres accrochés à une page qui est celle qu'il faut tourner. Et moi, je reste confiant, constant, combattant dans le projet politique qui est le mien et qui vise à proposer aux Français un futur désirable. Alors vous parliez de nos frontières européenne. Anniversaire du traité de Rome, c'était hier, 60 ans. Vous vous rendez en Allemagne rencontrer Martin Schulz, Angela Merkel mardi. Vous allez leur dire quoi, Benoît Hamon? Quel contraste entre le spectacle des dirigeants européens, visage gris, ne proposant rien d'autre que l'austérité toujours et le libre-échange encore plus, et la rue romaine, ou des manifestations de citoyens européens désireux de relancer le projet européen se heurter à des barrières de policiers dans les faits. Eh bien moi je considère aujourd'hui qu'il faut reprendre le projet européen, le reprendre à la base, et ce que je dirais à Madame Merkel, démocratiser la zone euro. S'il doit y avoir des décisions prises dans la zone euro, qu'on leur donne une légitimité démocratique, elles n'en ont pas. Si on doit faire un impôt commun sur les bénéfices des sociétés, pour que tout le monde paye le même impôt minimum en Europe, que l'on soit une entreprise allemande installée en France ou une entreprise hongroise installée en Italie, si on le fait, donnons-lui une légitimité démocratique. Si on veut demain faire en sorte que les États convergent pour qu'ils aient le même niveau de déficit, pourquoi pas? Mais qu'on lui donne une légitimité démocratique. Ce sera la proposition que je transmettrai à Mme Merkel, comme je l'ai déjà transmise au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et avec quel poids? Ben oui, c'est la question que je vous pose, Benoît Hamon, parce qu'Angela Merkel, elle pourrait vous dire, ou Martin Schulz demain pourrait vous dire, attendez, vous êtes sympathique. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est nous. En grande partie, avec la France, mais c'est nous. Et pourquoi on changerait un truc qui nous va bien? Mais non, mais l'Europe, ça n'est pas l'Allemagne, première chose. Et je pense que les Allemands en sont parfaitement conscients. Deuxième chose, que s'est-il passé de différent ou de nouveau depuis 2012? Le Brexit. La montée des nationalismes liés justement au fait qu'on continue les politiques d'austérité. Allez-vous me dire que demain, si on fait des dizaines de milliards d'économies encore sur la dépense publique, moins de services publics, moins de protection sociale, plus de flexibilité du marché du travail, ça fait 20 ans qu'on le fait. Tout cela fabrique quoi? Une montée de l'extrême droite dans les urnes. Eh bien, cette montée de l'extrême droite, elle amène Mme Merkel à réfléchir. Monsieur Schulz, qui aujourd'hui ne veut plus de la coalition avec la droite allemande, à vouloir rassembler la gauche. Et qu'est-ce qu'on a en France? En France, on a une partie de la gauche, une partie de la droite qui veulent s'unir pour garder encore un peu le pouvoir. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on peut encore créer cette grande Europe au moment où l'on voit, et nombreuses personnalités en parlent, une Europe du Sud se dessiner, qui aurait plutôt des intérêts convergents au niveau économique, une Europe plutôt du Nord, conduite par l'Allemagne, qui a des intérêts divergents de cette Europe. Mais si nous abandonnons l'Europe, c'est le retour des conflits territoriaux, le bruit des bottes. Nous ne pouvons pas nous permettre, au moment où la Russie affiche des prétentions, 10 000 morts en Ukraine.
Il y a la guerre en Europe aujourd'hui, 10 000 morts en Ukraine. L'annexion de la Crimée d'un côté, et de l'autre côté, Monsieur Trump qui veut se désengager financièrement et militairement de la protection européenne. Et face à cela, on dit quoi? Retour aux frontières nationales? Mais c'est non seulement absurde, mais dangereux. Et c'est la raison pour laquelle tant le projet de Madame Le Pen qui dit « je sortirai de l'euro et je reviendrai aux frontières nationales » est un projet dangereux. Et pour commencer, je le dis, pour ceux qui vivent le plus modestement dans ce pays, qui par le retour au franc verront leur pouvoir d'achat directement diminuer, verront les conditions dans lesquelles ils payent leurs factures, logement, électricité remises en cause. Et je dis aussi que ceux qui placent haut la barre des menaces, et seulement haut la barre des menaces, mais pas haut la barre des ambitions, prépare aussi une sortie de l'Europe. Et c'est là ma différence profonde avec une partie de la gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas, moi, me tourner vers Madame Merkel et lui dire « Écoutez, Madame Merkel, c'est à prendre ou à laisser », parce qu'on sait que ce sera... À laisser. Ben oui, à laisser. Eh bien, moi, je mets sur la table un projet de démocratisation de la zone euro, un projet de traité de l'énergie, parce que nous avons tous en commun, pays européens, le désir de moins dépendre des énergies fossiles, de moins dépendre du nucléaire et le désir d'être souverain énergétiquement grâce aux énergies renouvelables. Et enfin, je propose que, parce que la France est le dernier membre permanent du Conseil de sécurité, parce que nous avons un outil de défense complet, la dissuasion nucléaire, des forces navales, terrestres et aériennes conventionnelles qui nous permettent de nous projeter sur des théâtres extérieurs, de construire l'Europe de la défense. Il n'y a pas d'autre solution. Ça fait longtemps que les Européens en ont envie. Ça fait longtemps qu'ils l'essaient. Mais vous avez raison. Je ne dis pas que c'est une fatalité, mais ça fait longtemps mais que Brexit, ça n'a pas vu le nationalisme, crise des migrants et retour aux égoïsmes en Europe. Qui ne voit pas que le projet européen est en train de se disloquer? Vous me demandez, Benoît Hamon, êtes-vous européen? Oui. Êtes-vous européen et voulez-vous relancer le projet européen? Oui. Avez-vous une proposition sérieuse? Oui, j'en discute aujourd'hui et je ne me paye pas de mots. Je n'arrive pas à Berlin juste avec un ton, des slogans et une volonté de dire c'est à prendre ou à laisser. Je ne réserve pas mes premières visites à Monsieur Poutine qui veut affaiblir l'Europe. Voyez-vous, là aussi c'est un signal. Quelle est l'Europe que veut Monsieur Poutine? Pas d'Europe. Vous faites allusion à la visite de Marine Le Pen oui, il y a tous ceux qui, M. Fillon, Mme Le Pen, un peu Jean-Luc, Mélenchon aussi, sont fascinés par M. Poutine. Moi, je n'ai aucune fascination pour les régimes qui ne sont pas démocratiques. Je n'ai aucune fascination pour ceux qui veulent aujourd'hui nous affaiblir. Je ne donne pas de légitimité supplémentaire à un dirigeant que je respecte parce qu'il dirige la Russie, mais qui veut affaiblir l'Europe. Benoît Hamon, nous accueillons Jeannick Halimi du Parisien. Benoît Hamon, rebonjour. Bonjour. Si vous voulez bien, je voulais commencer par la politique intérieure, mais puisque vous parlez de la Russie, je vais peut-être enchaîner immédiatement sur quelques aspects de la politique internationale que vous défendriez si vous étiez président de la République dans quelques semaines. Alors, je ne voudrais pas, à travers les questions que je vais vous poser, que vous refassiez tout le cadre général de toute votre stratégie, parce que on commence maintenant à un mois de l'élection de connaître. Mais je vais vous demander de répondre précisément à quelques questions. Vous parliez de Vladimir Poutine et vous stigmatisiez volontiers les candidats qui en étaient très proches. Vous n'aimez pas tellement non plus, enfin vous avez quelques méfiances vis-à-vis de Donald Trump, le président des États-Unis. Est-ce que si Donald Trump continue à critiquer comme il le fait l'OTAN, est-ce que vous pourriez, vous, président de la République, éventuellement sortir de l'OTAN dans cette hypothèse-là? Ce n'est pas absolument pas ma priorité. Je ne considère pas aujourd'hui qu'il faille sortir de l'OTAN, ni même du commandement militaire intégré. Je pense qu'il faut par contre faire l'Europe de la défense, sans attendre aujourd'hui que tout dépende de l'Alliance Atlantique. Pourquoi faut-il la faire? Parce que nous devons prendre acte que demain, les États-Unis n'assureront plus la protection de l'Europe comme ils l'assuraient auparavant. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il faut faire l'Europe de la défense? Parce que dès lors qu'on ouvre ou qu'on pourrait ouvrir le dossier des frontières, je rappelle que le dossier des frontières comprend les pays baltes, comprend un certain nombre de pays qui sont dans l'Union européenne. Et moi, je ne l'accepte pas. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, sans remettre en cause le cadre qui est celui de l'OTAN aujourd'hui, la priorité, c'est l'Europe de la défense. D'accord. Si vous, président, donc pour utiliser cette formule maintenant consacrée, est-ce que vous ressusciteriez, vous reprendriez, l'initiative, comme vous l'avez fait plusieurs fois en tant que député, sur la création d'un État palestinien? Oui. Quel est notre devoir historique vis-à-vis d'Israël? C'est d'assurer la pérennité de l'État d'Israël, d'assurer sa sécurité et sa pérennité. L'appréciation que j'ai de la situation aujourd'hui est que la sécurité d'Israël est mise en doute, en danger permanent, à raison de l'hostilité de son environnement régional. Or, une des clés
pour faire tomber l'hostilité de cet environnement régional, c'est la création d'un État palestinien viable et durable. Aujourd'hui, cette perspective est mise en doute par quoi? Par la poursuite des colonisations qui ont été condamnées par les Nations Unies, par une résolution des Nations Unies, pour lesquelles, pour la première fois, les États-Unis d'Amérique se sont abstenus, montrant là... Ils se sont abstenus, ils ne sont pas allés jusqu'à soutenir. Jusqu'ici, ils votaient contre, jusqu'ici, ils s'opposaient, ce qui montre bien dans l'évolution qui a été celle des États-Unis qu'il y a un problème concret lié à la poursuite des colonisations. Et c'est le message que moi je porte, il est simple, c'est que, au regard de ce qu'est la responsabilité historique de l'Europe vis-à-vis d'Israël, sa sécurité et sa pérennité sont au cœur de la réponse politique que je propose. Mais nous ne pouvons pas parler d'une solution à deux États pour constater qu'au bout du compte, cette solution s'éloigne toujours plus parce que la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je le redis, je prendrai une initiative en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, cette fois-ci pas seulement comme parlementaire qui appelle à voter l'Assemblée, mais comme président de la République française. D'accord. Une dernière question peut-être en matière de politique internationale. Au regard de la situation, si dans quelques mois elle continue telle qu'elle est que vous poursuivriez les engagements français sur les terrains extérieurs en Asie, en Syrie, dans le Maghreb et en Afrique? Dès lors que les intérêts vitaux de la France sont en jeu et sa sécurité, oui. Mais je m'inscrirai dans la légalité internationale. Le choix de la France d'intervenir ne peut procéder que de la légalité internationale. Nos intérêts vitaux sont mis en cause par l'apparition aujourd'hui de lieux, de sanctuaires qui sont des sanctuaires terroristes qui nous menacent directement comme ils menacent la stabilité du monde. Si cela appelle l'intervention militaire de la France, bien évidemment que non seulement je poursuivrai un certain nombre des interventions en cours, mais je n'hésiterai pas à utiliser des moyens qui sont ceux de nos forces armées pour pouvoir justement nous protéger. Mais d'un mot, à raison de cela, je pense que l'effort de défense en France doit être non seulement poursuivi, mais augmenté. J'ai fixé comme objectif qu'à la fin du quinquennat, nous consacrions 2% de notre PIB à la modernisation de nos armées, à la poursuite aujourd'hui de leur équipement. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec les propositions de celles et ceux qui veulent recréer un service militaire obligatoire. Ça coûte très très cher. Et cet argent que nous consacrerions à vouloir former des jeunes Français pour qu'ils soient des citoyens ou des militaires. Même pas un service civil obligatoire, donc. Même pas un service civil. Les associations n'en veulent pas davantage. Je pense aujourd'hui que cet argent, nous en avons besoin pour équiper demain nos forces navales de patrouilleurs. Nous en avons besoin pour trouver un successeur aux véhicules de l'avant blindé. Nous en avons besoin pour moderniser aussi notre arsenal nucléaire. Nous en avons besoin pour améliorer la carrière des militaires professionnels qui ne voient pas aujourd'hui que ces militaires et leurs familles sont aujourd'hui exposés à des zones de stress tellement fortes que nous avons besoin aussi d'en prendre un meilleur soin. Donc moi, je me concentrerai sur l'armée professionnelle et sur l'augmentation d'un budget de la défense. Et pour ne pas aujourd'hui, finalement, dépenser de l'argent à des mesures en faveur du service militaire obligatoire dont ne veulent pas les militaires. Vous ne trouverez pas un seul général pour vous dire je veux du service militaire. Surtout en un mois, dites-moi. Là, vous parlez clairement d'Emmanuel Macron. Oui, mais ça n'est pas mais ça va sérieux. plus simple en le disant. Oui, mais là, en l'occurrence, il y a ceux qui veulent un service militaire long et ceux qui veulent un service militaire court. Mais en un mois, vous ne formez ni un citoyen ni un militaire. Si c'est un citoyen, l'école est là pour le faire. C'est surtout une mesure pour favoriser la mixité sociale. Bon, là, ça peut peut-être s'entendre de ce point de vue-là. Mais je veux bien, j'ai fait mon service militaire. Je sais que tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Mais d'abord, il faut pouvoir accueillir les militaires, ces jeunes personnes, garçons et filles cette fois-ci. Il faut pouvoir les former, donc ça suppose de prélever des cadres de l'armée pour former ces jeunes pour un mois. Aujourd'hui, une priorité, Sentinelle. L'opération Sentinelle, ces militaires qui patrouillaient à Orly, qui nous protègent, mais sont aussi des cibles. Demain, s'il faut les renforcer parce que ces unités professionnelles n'ont pas à être mobilisées forcément là-dessus, mais à être mobilisées sur des théâtres extérieurs, il faut le faire avec de la réserve opérationnelle, des militaires formés. Nous n'allons pas le faire avec des jeunes femmes et des jeunes hommes issus du contingent. Très bien. On est bien d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que parce que nous sommes menacés, parce qu'il y a le terrorisme, la protection des Français doit reposer sur des professionnels. Très bien. Écoutez, je vais aller plus vite et je vais vous décliner quelques petites questions très rapides si vous voulez répondre aussi peut-être rapidement. En matière de santé, dans votre programme, vous dites qu'il faut dérembourser, limiter le remboursement de certains médicaments de confort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et en quoi vous vous différenciez de François Fillon lorsqu'il parle de la bobologie? Non, moi je pense qu'il faut aujourd'hui avoir vis-à-vis du médicament une politique qui consiste d'abord à dire, avant même de parler de cela, qu'il y a des médicaments innovants mis sur le marché qui
sont mis à des prix beaucoup trop chers. Et c'est ça ma priorité. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de médicaments sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros mis sur le marché, remboursés par la sécurité sociale. Ça ne sont pas des médicaments de confort. Hein. Non, mais les médicaments innovants, et là où ils sont pour quelques centaines d'euros dans d'autres pays. Et que ce que je veux faire aujourd'hui, plutôt que de nous retrouver dans une situation où, pour des maladies qui sont des maladies graves, ils nous sont mis sur le marché des médicaments très chers, baisser le prix de ces médicaments pour qu'ils ne pèsent pas sur la sécurité sociale, et avoir une négociation des prix de mise sur le marché qui soit beaucoup plus forte qu'auparavant. Mais avant de parler du médicament, le point principal de mon projet en matière de santé, il est de rappeler que la santé, c'est d'abord la bonne santé. Et pas simplement de se préoccuper de la maladie. Or, pour être en bonne santé, il faut réduire les risques, mieux prévenir. Et c'est là, mais j'insiste là-dessus. Mais c'est parce que c'est le cœur de mon projet. Je comprends, mais je voudrais que vous répondiez quand même à ma première question. Quel type de médicaments n'allez-vous plus rembourser? Il y a quelques médicaments pour lesquels aujourd'hui les remboursements peuvent être baissés, mais c'est pas ma priorité. Je veux dire d'abord, et c'est pour ça que j'insiste sur ma priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est pas simplement de guérir, c'est de rester en bonne santé. D'où le fait que je préconise le remboursement par la sécurité sociale de l'activité physique quand elle est prescrite par les médecins. On évite une multitude de maladies chroniques. D'où le fait que je veux un plan sport santé à l'école, collège, lycée, dans les administrations, entreprises, maisons de retraite et hôpitaux. D'où le fait que je me préoccupe de ces fameuses maladies chroniques et de l'importance qu'il y a à assurer un environnement qui vous évite de tomber malade et des comportements qui vous évitent de tomber malade. Dans votre alimentation, le bio, pour lequel je propose un taux TVA réduit, sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens. On a compris, on connaît. Oui, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose sur lequel vous insistez depuis longtemps, donc on connaît. Heureusement que j'en ai parlé, parce qu'on en aurait jamais parlé. Juste une dernière question, si vous me le permettez, sur un autre sujet. Je voulais vous en poser d'autres, mais le temps nous est compté. À propos de la laïcité, dans votre livre-programme qui s'appelle « Pour la génération qui vient », vous dites que dans notre pays, une femme a le droit de s'habiller comme elle l'entend, elle peut porter aussi bien un foulard qu'une mini-jupe. Vous avez dit également à RTL, si les filles peuvent se rendre au lycée en mini-jupe, cela doit être également permis aux filles qui portent le voile. Alors concrètement, si vous... Pas au lycée. Moi, j'ai lu que c'était au lycée. Non, mais je ne vais pas au lycée. Faut pas me faire des... Je veux bien comprendre ce que je dis. Ça suffit maintenant. Le 20 mars, à RTL, le 20 mars. Oui, vous n'avez pas dit ça ? Non, absolument pas. Jamais. Parce que ça ne correspond pas à ce que je pense. Le foulard à l'école, il n'a pas sa place. Par contre, ce que je dis, c'est très clair. Et au collège et au lycée non plus. Mais non, à l'école, au collège et au lycée. Dans l'école, le foulard n'a pas sa place. Ah oui, non, mais bon, oui, mais ça, c'est pénible. Je vous le dis. Non, pardon. Moi, j'ai lu votre citation. Non, mais parce que personne ne comprend ça sauf vous. Donc, moi, je rappelle... Excusez, c'est entre guillemets, c'est RTL le 20 mars. Alors, on reverra ce qu'a dit RTL, mais moi je ne l'ai jamais dit et pensé. Ce que je pense, c'est simple. Une jeune femme qui veut décider de se promener dans un quartier, dans la rue, elle doit pouvoir le faire avec les habits qu'elle a choisis. Aussi bien le voile que la mini-jupe. Donc c'est libre, oui, et personne, pas davantage un religieux n'a imposé à une jeune fille de se couvrir parce que c'est son dogme, mais ça n'est pas la loi, elle fait ce qu'elle veut, sa liberté l'amène à se promener comme elle veut, et ce religieux-là, il faut le combattre pour sa volonté justement de restreindre le champ des libertés des femmes, comme une femme qui se promène librement avec un foulard a le droit de le faire. Qui les protège? La loi de 1905. Et ce qui me fatigue, je le dis, aujourd'hui, ce qui m'épuise, c'est ceux qui donnent une mauvaise interprétation de la loi de 1905. Ceux qui veulent en faire un instrument systématique contre une seule religion, les musulmans. Moi, je n'ai aucune forme de complaisance à l'égard des radicaux, des fanatiques qui veulent restreindre la liberté des Français et notamment des femmes. Mais je dis aussi, attention, que ceux qui étaient les adversaires de la laïcité en 1905, ceux qui étaient du côté des religions en 1905, se transforment désormais en défenseurs de la laïcité pour n'en faire qu'un instrument, un glaive, contre une religion, l'islam. Moi, je ne laisserai pas, comme futur président de la République, cela se passer. Je défendrai la liberté fondamentale des femmes, le droit à disposer de leur corps, fondamental, le droit de vivre et de circuler librement dans l'espace public. Merci Yannick. Benoît Hamon reste avec nous. BFM Politics se poursuit dans un instant. Merci. À tout de suite. C'est Benoît Hamon qui est notre invité ce dimanche et nous accueillons Edwige Chevrillon. Bonjour Edwige. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. On va revenir sur votre programme économique. On va peut-être pas insister sur le revenu universel parce que vous êtes déjà beaucoup expliqué sur ce point saillant de votre programme économique. Juste d'abord un point. Vous avez refusé d'aller d'être auditionné devant le MEDEF et des organisations patronales mardi. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que l'entreprise, les patrons, ça reste toujours vos ennemis? Pas du tout. Ça ne l'a jamais été. Et si vous observez la loi consommation que j'ai faite, c'est une loi qui est tellement bien inscrite dans le paysage économique qu'elle a été louée par les consommateurs et bon nombre d'acteurs économiques qui n'y ont vu que du bien. Donc il y a des lois qui créent de l'emploi,
Il y a les lois qui permettent de redynamiser. Mais pourquoi ne pas accepter de dialoguer avec des chefs d'entreprise? Vous reconnaîtrez que ma loi, elle a eu un impact qui était un impact direct sur l'économie. Donc, moi, l'économie, je la pratique, je la connais. J'ai pas particulièrement d'hostilité à l'égard du MEDEF. Il s'avère qu'en fonction de l'agenda qui est le nôtre, c'est parfois difficile de le faire, et j'aurai le dialogue avec les entreprises, je les vois régulièrement, et en l'occurrence, mon projet, il est parfaitement inscrit dans la réalité des entreprises. Quand je parle aujourd'hui... Oui, mais un dialogue, ça peut... Justement, c'est l'occasion de dialoguer, c'est le cas de le dire, avec les représentants patronaux. Je vous dis que je connais à peu près ce que propose M. Gattaz. Il n'y a pas que M. Gattaz, il y a d'autres organisations. Mais le MEDEF, c'est le MEDEF, et il y a effectivement de la variété, mais c'est pas l'élection où c'est une élection présidentielle. Il faut regarder aujourd'hui tout le paysage politique, et je n'ai aucune hostilité particulière vis-à-vis du patronat. Je m'intéresse, moi, aux entreprises. Et les entreprises, en l'occurrence, ce ne sont pas que les grandes entreprises. Et le reproche qu'on peut faire aujourd'hui aux responsables politiques, c'est d'abord de ne parler qu'avec les représentants des grandes entreprises. Pierre Gattaz, il dirige une entreprise qui est une ETI, justement. Moi, je considère qu'il a beaucoup défendu les intérêts du CAC 40, comme beaucoup d'autres, et qu'hélas, c'est bien le problème que nous avons avec ces dirigeants du patronat. Maintenant, moi, je propose, par exemple, que demain, nous puissions avoir, grâce au Made in France, 50% de la commande publique qui puisse être directement orientée vers les TPE, PME de nos territoires. Ça, c'est Arnaud Montebourg. C'est pas Arnaud Montebourg. Ce sont des propositions pour redynamiser aujourd'hui notre économie. Les chefs d'entreprise le demandent, cela. Ils créent des emplois, les entreprises. Ils créent des emplois parce que lorsque vous regardez les derniers chiffres sur 2016, il y a eu à peu près 130 000, 190 000 même, créations d'emplois en 2016. Ça veut dire que les entreprises, elles créent de l'emploi. Mais évidemment qu'elle crée de l'emploi, mais personne ne dit qu'elle n'en crée pas. La question, c'est comment en crée-t-elle plus pour que ça fasse reculer le chômage. À travers le CICE, par exemple. Mais à travers le CICE, ça ne l'a pas fait. Mais là, ça commence. Ça fait combien de temps qu'on l'a fait? 4 ans. 2013-2014. Oui, 4 ans. Donc, ce sont 20 milliards, plus 30 milliards, plus 40 milliards. Mais Madame Chevrillon, bien sûr, pour ça, il faut avoir une stratégie. Et moi, j'ai une stratégie pour l'emploi. À la différence d'autres, qui consiste finalement à arroser à chaque fois un peu plus pour restaurer les marges des entreprises. Moi, ma stratégie, Madame Chevrillon, c'est baisser le niveau de fiscalité. D'un mot. Sortons plutôt. Vous n'êtes pas porte-parole du MEDEF? Non. Bon, voilà. Moi, je vais essayer d'avancer sur mes propositions. Ma stratégie pour l'emploi, c'est quoi? C'est d'abord de dire qu'il faut relancer le pouvoir d'achat. D'où vous dites, on passe sur le revenu universel. 35 milliards d'euros qui seront mises en pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il permet quoi? Surtout pour les personnes les plus modestes, les travailleurs les plus modestes qui auront une augmentation de leur feuille de paye, de consommer plus, aujourd'hui de dépenser leur argent de façon à remplir le carnet de commandes des entreprises. Et j'y ajoute quoi? Une stratégie pour l'investissement. Et la stratégie pour l'investissement, elle consiste à regarder les secteurs dans lesquels aujourd'hui nous pouvons créer de l'emploi, les énergies renouvelables, les services à la personne, la santé, l'éducation, l'innovation technologique, la révolution numérique, pour faire en sorte que demain, l'argent qui est utilisé par la puissance publique, le levier qui est celui de l'investissement public, permette de créer des emplois. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi vous voulez modifier une politique qui commence un peu à porter ses fruits. Ça a mis du temps, je suis d'accord avec vous. Je ne parle que de la réallocation. Il faut, encore une fois, de la confiance que les entreprises n'embauchent pas comme ça. Mais pourquoi? Alors, sur quoi fondez-vous cette affirmation? Je propose la réallocation seulement de 10 des 40 milliards du pacte. C'est pas considérable. Je propose de mettre moins que ce qu'on met sur le pacte de stabilité et de croissance, sur la relance du pouvoir d'achat, 35 milliards. Mais moi, j'ai une stratégie qui est une stratégie qui vise justement à ne pas considérer que par une politique et seulement une politique de l'offre, en clair, j'aide à restaurer les marges des entreprises, nous parviendrons à lutter contre le chômage. Pouvez-vous me dire, Madame Chevrillon, où cela a-t-il marché sans augmenter la pauvreté? L'Allemagne, 17% de pauvres, plus qu'en France. L'Angleterre, 16% de pauvres, plus qu'en France. Est-ce qu'un projet politique... C'est un exemple de ce point de vue-là. Mais d'accord, mais on a moins de pauvres, c'est déjà cela. C'est déjà cela. On a, je vais vous dire... d'Arès, 1 700 000... Mais on en a trop. On en a beaucoup trop de pauvres. Mais ni formation, ni éducation, ni job. Je suis content que ça vous préoccupe, c'est au cœur de mon projet politique. Mais aujourd'hui, j'observe qui en parle de cela. On est prêt à sacrifier quoi? Le niveau de pauvreté contre une amélioration des statistiques du chômage. Ben moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Je ne veux ni le chômage qui augmente, ni la pauvreté qui augmente. Et c'est la raison pour laquelle mon plan et ma stratégie pour l'emploi est complète. Elle est complète parce qu'elle se préoccupe du monde tel qu'il est. Je ne raisonne pas, pardon de le dire, je ne raisonne pas avec le logiciel des années 80-90 sur l'emploi. Je pense aujourd'hui qu'on doit tenir compte des évolutions du travail, de la robotisation et de ce que cela amène de transformation dans certains secteurs où les emplois vont être détruits par dizaines de milliers. Ça veut quand même dire qu'il y a du travail, il y a du travail. Parce que vous avez un rapport au travail, c'est vrai, qui est assez différent, qui est en rupture par rapport à celui qu'on peut avoir.
Mais pas vraiment, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, regardez le monde tel qu'il évolue, le regarder avec les mêmes yeux que Elon Musk, patron de SpaceX, Ouais. Bill Gates, patron de Microsoft. Regardez que ce monde-là est en train de changer. Ce qui est tragique, c'est l'incroyable myopie des élites françaises. Ouais. Et je vous le dis, nous sommes complètement en retard. Moi, j'essaye de ne pas regarder le monde des années 80-90 et de gouverner Je vois avec pas les le rapport solutions entre d'hier. Elon Musk, même Bill Gates, Elon Musk, il dit, et mes le robots, rapport mes au robots, travail tel que vous l'avez défini dans votre programme. exactement. Oui. Mes Alors, robots allez-y, remplacent les ouais. hommes, il faut un revenu universel. Ouais. Elon Musk. Non, oui, mais c'est pas tout à fait d'accord. Bill Gates, c'est pas tout à fait. Bill ce qu'il Gates en lui l'occurrence, dit, hein. mais lui dit, les robots remplacent les hommes, il faut une taxe sur les robots. Ouais. Deux propositions de Benoît Hamon validées par les plus grands industriels et américains. Ce que je veux simplement dire, c'est pas ça qui moi me donne confiance. C'est que j'essaye, moi, Ils disent comme qu'il faut eux, plus de formation, il ne faut pas moins de travail. Il dit qu'il faut parce que justement les robots, études de l'OCDE du reste qui montrent que on a besoin d'avoir des meilleures formations évidemment. pour pouvoir contrôler ces robots. Mais c'est la raison pour laquelle, quand je vous regarde, moi je me préoccupe de la personne qui, aux caisses d'une grande surface, va perdre son emploi parce qu'elle est remplacée par un portique. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis demain, le portique, On va te former, tu vas trouver un autre job. oui, avec quel argent? L'argent public, ou justement une taxe prélevée sur la richesse créée par le portique pour la former. C'est ce que Gates propose, c'est ce que je propose. Vous voulez à chaque fois réduire la dépense publique, mais augmenter celle-ci pour former les personnes. la dépense publique, Benoît, la dépense une publique, question la pour dépense être très publique. concret, puisque vous parlez de perte d'emploi. Il y a par exemple Whirlpool qui dit là, nous, on a une usine, on la ferme, on amène tout ça en Pologne. Remboursement des aides publiques indûment perçues. Remboursement. Oui, mais est-ce que c'est pas mieux d'essayer de voir pourquoi il ne reste pas chez nous? Mais moi, je suis bien d'accord avec vous. Voyez, mais sauf que tant qu'il y aura France. aujourd'hui des délocalisations avec des entreprises qui ont abondamment profité des aides publiques, il faut qu'au moins elles sachent, avant qu'elles délocalisent, donc qu'elles on devront l'écrit. oui, on l'écrit, qu'elles devront payer là, rembourser les aides qu'elles ont indûment perçues. Et ce qui n'empêche en rien de réfléchir à la manière dont aujourd'hui on doit penser l'amélioration du niveau de formation des travailleurs et des salariés, pas simplement en formation initiale, mais en formation continue. La manière dont, par exemple, prenons le sujet des énergies. Nous savons que nous allons devoir fermer des centrales. Ouais. Alors, plutôt que d'attendre le moment où il faudra constater que ces centrales arrivent en fin de vie, commençons à former les salariés d'EDF aujourd'hui et d'autres salariés nouveaux au démantèlement de ces centrales. Commençons à les former aux énergies renouvelables. Ça, c'est ce qu'ils font, parce que les FNJ, par exemple, ils sont très très présents dans les énergies renouvelables. Oui, si mais vous prenez les grands groupes, pas assez. Les investissements qu'ils y consacrent, considérables. Il y a même une transformation totale du groupe ENGIE. En l'occurrence, si on parle d'EDF, EDF aujourd'hui est très endetté à raison de ses investissements dans le nucléaire et pas dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous êtes pour la nationalisation d'EDF? Tiens, juste... Puisque vous avez dit que vous vouliez nationaliser certaines entreprises, est-ce que vous êtes pour la nationalisation d'EDF? d'EDF? Je voulais nationaliser. C'est incroyable. Je sais pas, j'ai lu votre programme. Je dis juste que je suis favorable, oui, dans mon programme, à ce que cet instrument des nationalisations temporaires soit un instrument que nous puissions utiliser, comme les Anglais ou les Américains, plutôt que dogmatiquement, sous influence de je ne sais quel penseur de l'économie, nous décidions que non, jamais on puisse renationaliser une partie du capital d'entreprise qui pourrait délocaliser ou détruire de l'emploi. C'est un instrument qui doit pragmatiquement être utilisé. Ce que je veux simplement dire, c'est que moi, au cœur de mon projet, il y a l'emploi et le pouvoir d'achat. Mais je n'échangerai pas aujourd'hui ce programme-là contre toutes celles et ceux qui vous répètent qu'il faut moins de code du travail, qu'il faut baisser le niveau de la protection sociale, qu'il faut réduire le niveau de service public. Ça fait 20 ans qu'on le fait partout en Europe. Est-ce que cela marche? Non. Changeons cela. Merci beaucoup. Des salariés y sont prêts, des entreprises y sont prêtes, les Français y sont prêts. C'est ce que je propose. Merci beaucoup Edwige. Benoît Hamon, reste avec nous s'il vous plaît. Suite de BFM Politique dans un instant sur BFM TV. Bonjour Annabelle. Bonjour. Et la première question, Benoît Hamon, elle vous est posée par Véronique, elle a 44 ans. Elle est enseignante en Seine-Saint-Denis. On l'écoute. Bonjour Benoît Hamon. Dans votre programme, vous êtes attaché à l'école publique, républicaine, laïque et au pouvoir d'achat des enseignants. Eh bien, qu'en est-il exactement? Voilà. Merci beaucoup. Voilà, dans votre programme, vous dites « Je revaloriserai les conditions de travail des enseignants et des personnels administratifs en matière de rémunération, de gestion de carrière et de médecine du travail ». Alors la rémunération, combien et comment est-ce que vous financez? 1 milliard d'euros sur la revalorisation de la prime du premier degré et du second degré. Moi, je considère aujourd'hui que cette prime-là doit être revalorisée pour rendre la carrière plus attractive et faire en sorte que demain, au moment où on sort avec un diplôme, on puisse aussi trouver, dans le fait d'être enseignant, une rémunération qui, notamment dans des territoires où la vie est chère, soit une rémunération correcte avec laquelle on puisse vivre décemment. Ça, c'est 1 milliard d'euros que je mets sur la table. Personne d'autre ne
le fais. Combien Et par au-delà de enseignant? ça, Est-ce que vous pouvez déjà aller un peu plus non, loin? mais la revalorisation de cette prime, on a déjà aligné la prime du premier degré sur celle du second degré. Elle était de 400 €, on l'a portée autour de près de plus de 1 000 € si mes souvenirs sont bons. Mais ça a été fait par Najat Vallaud-Belkacem. Ce sera 1 milliard d'euros consacrés à la revalorisation de cette prime pour commencer. La deuxième chose qui est très importante, c'est que en France, nous formons mal nos enseignants en formation continue, c'est-à-dire pas assez. Nous avons rétabli la formation initiale. Rendez-vous compte, Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient supprimé les écoles où on apprenait le métier d'enseignant. Le seul métier qui ne s'apprenait plus, c'est celui d'apprendre aux autres. Incroyable. Eh bien, nous avons rétabli cela. Moi, ce que je souhaite, c'est que les enseignants, aujourd'hui, confrontés à la nécessité de se mettre à jour sur les connaissances, à pouvoir découvrir de nouvelles ressources pédagogiques, notamment le numérique, disposent de modules de 3, 5 ou 10 jours, durant lesquels ils peuvent se former. Et s'ils ne sont pas devant la classe, ça voudra dire qu'il faut recruter des enseignants supplémentaires. Rien ne serait pire d'un mot que de remettre en cause les efforts que nous avons faits en termes de recrutement. Il faut des professeurs supplémentaires. Et puisque madame était professeure en Seine-Saint-Denis, je veux qu'il y ait un droit à la scolarisation dès 2 ans, notamment dans les territoires où il y a le plus d'enfants issus de familles modestes. Plus 40 000 enseignants, vous dites. Oui, car nous savons que plus on est scolarisé tôt, plus on a de chances de réussir à l'école, et c'est bon pour les enfants comme bon pour la société. Donc 1 française. milliard de revalorisation, plus 40 000 enseignants. Avec quel argent est-ce que vous financez ça? C'est souvent C'est 4 milliards d'euros, les professeurs en plus. C'est effectivement, aujourd'hui, ça coûterait à peu près, pour ces mesures-là, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, il y a une très jolie phrase de Lincoln. Vous trouvez que l'école coûte trop cher? Essayez donc l'ignorance. Essayez donc le prix que vous avez à payer demain. Monsieur Fillon propose 16 000 places de plus en prison. C'est la conséquence, ce prix qu'il faudra payer pour cela, de la manière dont il s'est désengagé de l'école quand il a supprimé 80 000 postes durant son quinquennat. Bien moi, je préfère financer des postes de profs que des places de prison. Voyez-vous? Parce qu'à force de choisir de laisser des jeunes en difficulté, promis au destin qui devrait être le leur, c'est-à-dire à celui de ne pas faire mieux que leurs parents, moi je souhaite continuer à investir dans l'éducation, d'où pas plus de 25 élèves par classe, 20 en outre-mer en zone d'éducation prioritaire, d'où la scolarisation des 2 ans et l'instruction obligatoire à 3 ans. Ce sont des choix politiques. Voilà le futur désirable que je propose aux Français. Il est un peu différent du futur sinistre de M. Fillon. Benoît Hamon, si vous voulez bien, avec la deuxième question. Sofiane, 27 ans, fonctionnaire dans le Rhône. Bonjour Benoît Hamon. Vous souhaitez proposer le sport en entreprise, donc moi je souhaiterais savoir comment allez-vous financer cette thématique-là et comment allez-vous l'intégrer dans le temps de travail. Benoît Hamon, l'entreprise c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour faire du sport. Non, mais on peut en faire. Il y a aujourd'hui des salles de sport dans les entreprises. Vous découvrez pas que beaucoup d'entreprises ont des salles de sport. Qui va dans ces salles de sport? Les gens qui aiment le sport. Moi, ce que je souhaite demain, c'est qu'on puisse avoir un vrai plan sport santé. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport fassent au moins de l'activité physique légère. Est-ce qu'il y a un tapis de course votre QG de campagne ou pas? Non, il n'y a pas, mais il faudrait bien qu'il y en ait un. Pourquoi? Parce que dans les faits, aujourd'hui, quand on reste assis devant un ordinateur, quand on est sédentaire chez soi comme au travail, quand on n'est pas assez mobile, quand on a une mauvaise alimentation, on développe des maladies chroniques qui coûtent très cher. Ce que je veux, c'est penser avec l'assurance maladie, comment financer des politiques de réduction des risques qui nous permettent d'éviter ces comportements, le tabac, l'alcool, mais aussi une alimentation déséquilibrée, voire la sédentarité. Donc, les entreprises, elles ont intérêt aujourd'hui, et elles le disent, à avoir des salariés en bonne santé. D'une manière très concrète, on le fait pendant son temps de travail, le sport, pendant la pause, avant, après, comment ça se passe? On peut organiser, mais dans toute entreprise, on négocie. Moi, je me réjouis qu'on négocie les moments où, justement, on peut se libérer de son poste de travail et pouvoir aller faire un peu de sport en plus de son temps de travail. Moi, je ne souhaite pas qu'on soit dans une négociation qui soit figée. Le but, c'est quoi? C'est qu'on se sente mieux au travail, et en se sentant mieux au travail, qu'on se sente mieux dans sa vie. C'est au bénéfice de l'entreprise qui trouvera des salariés plus productifs, et au bénéfice de la société qui aura moins à payer pour guérir des gens dont on aurait pu éviter qu'ils tombent malades. Le sport santé, ça concerne la maison de retraite jusqu'aux nos enfants. Et je crois que cette culture-là, nous ne l'avons pas. Là aussi, je veux changer les choses. Et je veux les changer de manière bienveillante, en se préoccupant de quelle façon nous créons un environnement qui soit un environnement plus favorable à tous, dans l'entreprise comme hors de l'entreprise. Merci beaucoup, Annabelle. Benoît Hamon, dans un instant, Nathalie Kosciusko-Morizet nous rejoint. J'imagine qu'elle a 2-3 choses à vous demander, et sans doute réciproquement. À tout de suite. Face à Benoît Hamon, qui est notre invité ce dimanche, Nathalie Kosciusko-Morizet qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Lorsque nous vous avons contacté, on vous a demandé ce dont vous vouliez parler. Vous avez dit « je veux parler emploi » à Benoît Hamon. Pourquoi est-ce que vous vouliez parler emploi en priorité? Parce que je pense que c'est la priorité des Français, tout simplement, et qu'on devrait pouvoir en parler dans l'élection présidentielle, un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. Mais bon, j'ai entendu toute la première partie. Et je voudrais dire à Benoît Hamon que je trouve qu'il y a
plein de choses sympas dans son projet. Merci. On va pouvoir faire du sport au travail, on va pouvoir faire du sport à la place de travailler d'ailleurs, parce qu'on va moins travailler. À la place, on aura un revenu universel de remplacement. Enfin, c'est extraordinaire. Mais enfin, il y a quand même un problème. C'est Vous allez me dire ce que c'est, d'ailleurs, je suis impatient de le connaître. C'est que tout ça n'a pas l'air vraiment bien financé, tout ça n'a pas l'air vraiment très sérieux. Et pour tout dire, je me demande si tout ça n'est pas un peu paresseux, pas seulement parce qu'on va arrêter de bosser, mais parce que c'est un renoncement au réel. Or, en politique, il faut qu'on regarde les choses comme elles sont et qu'on essaye de les transformer aujourd'hui, maintenant, pour les Français qui sont là, pour les Français qui, pour un grand nombre d'entre eux, sont dans la difficulté. Et quand on parle de futur désirable, moi j'ai le sentiment que c'est bien lointain. Finalement, en vous écoutant, il y avait une phrase de Coluche, citation, pas la citation exacte en tête, mais c'était quelque chose comme c'est bien les rêves. On voudrait qu'ils se réalisent, et puis en fait, le problème c'est qu'un jour on se rend compte qu'ils sont faits pour être rêvés. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec ce programme très utopique, vous présentez un programme pour la présidence de la République ? Et est-ce que c'est pas plutôt un programme tout simplement pour être premier secrétaire du Parti Socialiste, un poste auquel on sait l'utopie tient beaucoup de place? Écoutez, je prendrai deux exemples. Deux exemples d'ailleurs qui associent des femmes et des hommes de droite et de gauche. La construction européenne, l'Europe, et la sécurité sociale. Voilà des gens qui se sont dit, un peu comme Mandela nous le disait, c'était impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et moi je me situe dans cette perspective-là. C'est-à-dire de vouloir proposer aux Français un chemin dont j'estime qu'il est... il construit une chronologie de court, de moyen terme, de long terme, dont le revenu universel, qui pense la protection sociale en fonction de ce que sera le travail, des conséquences de l'automatisation, de la nécessité de maîtriser ces transitions, et pas simplement de finalement recycler les vieux programmes. Ce qui n'est pas réaliste et pas raisonnable, je vais vous le dire, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est de continuer comme avant. C'est de continuer avec des solutions qui ne marchent pas depuis 20 ans. Et ces solutions sont toujours les mêmes. Davantage de flexibilité sur le marché du travail, davantage aujourd'hui de réduction de la dépense publique, donc moins de services publics, moins de protection sociale. Dans les faits, tout cela, nous l'avons déjà fait. Est-ce que, je veux vous dire, puisque moi je connais aussi le programme que vous soutenez, celui de François Fillon, que lui présente comme une thérapie radicale. Et il l'a même avec une violence forte, symbolique, même si elle n'était que symbolique, exprimée dans une émission de télévision cette semaine à des salariés en EHPAD, en maison de retraite, pour leur dire « Oui, vous devrez travailler plus ». Lui qui dit cela à ces femmes qui sont payées avec un lance-pierre. Ce que je veux dire, toutes ça, les mesures nous l'avons déjà essayé. On les a déjà essayées. Nathalie Kosciusko-Morizet. Attendez, vous parlez de passer des 35 à 32 heures. Non, pas absolument pas. Je propose d'inciter les entreprises à négocier sur la base de ce qu'un de vos amis politiques avait proposé, M. Dorobien. On est déjà passé des 39 aux 35 heures avec le succès qu'on a vu. Personne nous a suivis en Europe et pour cause, ça marche pas. Vous proposez d'augmenter... on travaille toujours plus en France qu'en Allemagne. Vous proposez d'augmenter le nombre de profs. Vous les avez augmentés plusieurs dizaines de milliers de créations de postes. Vous avez l'impression que ça marche mieux à l'éducation nationale. Alors là, ça marche pas mieux. Je suis sûr qu'on va être d'accord. Je finis juste. Moi, je pense que le monde change. On est d'accord là-dessus. En fait, c'est quelque chose que moi j'entends dans votre discours et que je trouve... Enfin, vous êtes un des candidats qui en parle. Moi, j'ai fait un livre là-dessus. Mais justement, c'est pour ça que je suis surprise que... Je trouve ça intéressant que vous parliez de ces changements. Le problème, c'est que ça vous amène à faire des propositions qui sont toutes des propositions du monde d'hier. Regardez votre taxe sur les robots. Le monde change. Le monde de l'emploi est en pleine transformation. Le monde du travail est en pleine transformation. Et je trouve que vous êtes un des seuls candidats à en parler et c'est intéressant. Mais votre réaction en face de ça, c'est de dire on va taxer les robots. Moi, ma réaction, c'est de dire je veux que les robots, on les crée en France. Bien sûr. On les produise en France. Qu'on puisse les exporter, qu'ils puissent créer de l'emploi. Je veux que toutes ces transformations, ce soit plus de richesse, plus de potentiel, plus de créativité pour nous. Et vous, non, votre réaction, c'est un petit côté robot socialiste, c'est « Ah, j'ai un problème, boum, je pense taxe, je crée une taxe ». Non, mais si c'était cela, d'abord, je n'en rirais pas. Mais je veux vous dire, d'abord, c'est un peu ça quand même, parce que la taxe je sur les reconnais robots, que moi j'ai compris ça. Moi, j'avais suivi les primaires, j'avais des points d'accord avec vous sur les diagnostics que vous formulez. Donc je pense, au moins tombons d'accord là-dessus, j'espère, que il faut pas regarder le monde dans lequel nous allons avoir à prendre des décisions avec les lunettes du passé. Si nous sommes d'accord là-dessus, nous constatons quoi? La nécessité d'organiser la conversion écologique de notre économie, la nécessité de penser le nouveau rapport au travail qui sera celui des nouvelles générations qui seront moins salariés, peut-être plus indépendants et vis-à-vis desquels nous devons penser les protections sociales qui, à minima, les protègent au moins aussi bien que nous avons été protégés nous-mêmes. Sur la taxe sur les robots, moi, ce que je constate, c'est quoi? C'est qu'il y a un phénomène qui est un phénomène
qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tout ce dont nous avons besoin, nous l'humanité, pour vivre, et même un peu de superflu, nous allons produire avec moins de travail humain nécessaire. Et les robots se substituent aux hommes et nous libèrent d'une charge qui était une charge qui pesait auparavant sur nos épaules. Alors je ne parle pas des cadres, ou je ne parle pas des gens qui travaillent avec un bon salaire à la clé, ceux qui ont un travail peu qualifié, dont ils tirent un petit salaire et des conditions de travail pénibles. Bonne nouvelle, la question est, là où ces robots se substituent aux hommes, qu'ils continuent à créer de la richesse, est-ce que nous pensons, d'une manière ou d'une autre, mettre à contribution la richesse qu'ils créent pour financer la protection sociale des hommes? Qu'est-ce qui justifie que l'on prélevait des cotisations sur le salaire d'une personne et qu'on ne le fasse pas sur le robot qui le remplace? C'est la question que je pose. Le problème, c'est que cette proposition-là, cette solution-là, on l'a déjà essayée. C'est comme la baisse du temps de travail, comme l'augmentation des filles du monde prof. Si, c'était dans les années 80. Et justement, c'était la gauche. Attendez, je finis. Et justement, c'était la gauche qui était au pouvoir. Dans les années 80, il y a eu un mouvement de robotisation dans l'industrie. L'Allemagne l'a saisi. Oui, ils l'ont saisi tout de suite. Au Minitel, là. Vous voyez bien qu'il se passe des choses avec l'intelligence artificielle, c'est pas le Minitel. Je finis juste ça. Bon, la France l'a pas saisi. Et en France, on l'a pas saisi pour des raisons qu'on pouvait comprendre, qui étaient de dire plus de robots. Ça va être dans l'immédiat moins de travail. N'empêche que le résultat, ça a été quoi? Les entreprises sont devenues moins performantes, on a perdu des parts de marché, on voulait protéger les ouvriers, on a fait leur malheur. On a fait leur malheur parce que on n'a pas robotisé. Notre industrie s'est cassée la figure. Et aujourd'hui, l'Allemagne, qui a robotisé à l'époque, c'est elle qui a les emplois et c'est elle qui a les richesses. Moi, je ne veux pas qu'il arrive la même chose avec le nouveau mouvement de transformation de l'économie, qui est la digitalisation. Ces mesures défensives que vous proposez, on est d'accord pour dire que le monde change. Vos mesures sont défensives. Ah, ça se robotise, on va taxer les robots. Moi, je suis pour soutenir l'innovation. Je suis pour maintenir tous les dispositifs. Mais attendez, je vais au bout. Tous les dispositifs qui permettent justement demain, en prenant un exemple, la domotique, on va vieillir, on aura besoin d'avoir des logements adaptés, il y a de l'innovation considérable. Je suis pour qu'on continue à soutenir cette innovation-là, parce que là, en l'occurrence, les robots ne remplacent personne. Ils viennent aujourd'hui accompagner les personnes âgées pour qu'elles restent à domicile, et fassent en sorte qu'on puisse détecter une chute, qu'elles les accompagnent dans leur trajet, etc. Formidable progrès. Là où, par contre, je vous le dis, dans tous les secteurs où on sait que ça remplace les personnes, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Bill Gates, il ne propose rien d'autre que la même chose que moi, une contribution sociale sur les robots, en tout cas la richesse créée par les robots, qui va financer un fonds qui aide les personnes qui ont perdu leur emploi à retrouver un emploi ou à se former. Rien d'autre. Mais d'un mot, ce qui serait terrible, c'est de ne pas voir comment ces changements, s'ils offrent des opportunités, nous font courir aussi des périls. Pourquoi? Parce que nous vivons encore dans une société qui est mue, hélas, aussi par la cupidité. Et que la cupidité, elle peut vous amener à considérer à un moment que c'est plus intéressant de faire travailler un robot 24 heures sur 24 que d'avoir un salarié qui travaille durant 35 heures chez vous. Et en plus, parce que vous créerez plus de richesse et que vous ne serez pas taxé dessus. Eh bien, c'est là que moi, je veux faire en sorte que, parce qu'il y a des changements au travail, nous pensions demain les recettes nouvelles. Et ça ne fera fuir aucun emploi. J'ajoute que l'Allemagne a robotisé à un prix qu'on oublie tout le temps. 17% de pauvres. 17% de pauvres. On travaille en Allemagne, mais on est pauvre. Moi, ça n'est pas mon modèle. Auquel vous avez participé, c'est 6 millions de chômeurs et 2 millions de pauvres. Moi, à chaque fois que vous parlez de casse sociale, on a envie de vous tendre un miroir et de vous dire, mais regardez-vous. Mais Nathalie Kosciusko, et vous trouvez vraiment que l'Allemagne, vous pensez vraiment que les Allemands sont beaucoup plus malheureux que nous en ce moment? Par rapport à M. Fillon, depuis le début, ni sur son bilan de quinquennat, parce qu'il a quand même dirigé pendant 5 ans. Allez-y, mais là, on sort plutôt de votre bilan à vous. Non, mais je suis d'accord, mais c'est bien parce que, si vous a pas échappé, que si aujourd'hui j'ai été choisi pour la primaire par les électeurs de gauche, c'est bien en raison de ce que je disais, et que s'ils avaient voulu considérer que le quinquennat devait être poursuivi de la même manière... C'est pour ça que je vous proposais le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, bah écoutez, moi je ne vous propose ni de prendre la direction des Républicains, ni quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, juste que chacun puisse s'exprimer. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Sur la création. Vous dites, oui, je veux aussi, donc je veux taxer l'euro, mais je veux aussi investir dans la création. Le problème, c'est que il y a un moment où les fonds trouvent leurs limites. Je viens sur votre proposition de revenu universel. La première version, c'était un truc à 350 milliards. On en est aujourd'hui à la 4e version, qui est l'argumentaire des Républicains, à 30 milliards. Il y a eu 4 versions successives. Alors, je peux vous trouver toutes les références. Vous les mettrez en ligne sur mon compte Twitter, ça vous dit. Vous me les donnerez, ça m'intéresse. Ça a été plus que confus. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, parce que dans votre propre famille politique, on en a entendu des choses sur le sujet. Donc, on est passé de 350 milliards à 30 milliards. Et moi, j'ai envie de vous dire, même 30 milliards, si j'ai 30 milliards aujourd'hui, je veux les investir dans l'innovation, la recherche, le développement, pour pouvoir créer les emplois
demain. Parce que vous croyez que le fait de donner du pouvoir d'achat à des personnes modestes n'a aucune conséquence sur l'économie. Je regardais aussi votre projet. On va faire ça. Si vous voulez, on fait du ping-pong. Proposez 50 milliards. 50 milliards, pas rien quand même. D'allègement, de baisse d'impôts, d'allègement de cotisations sociales pour les entreprises. Au passage, vous supprimez l'ISF et vous augmentez la TVA. Un point de TVA, c'est l'équivalent de l'ISF. On a compris. Monsieur Hamon, certains nous, on paieront croit plus cher quand que ils ce sont les achètent entreprises qui créent des emplois. C'est juste ça notre différence. On pense que les entreprises créent des emplois. Vous pensez que vous allez créer dans l'éducation nationale indéfiniment. Il faut bien que quelqu'un paye à la fin du mois, Monsieur Hamon. C'est comme dans la vraie vie. Une conscience sociale à droite. Je vous la prête parce que je vous ai écouté. J'en ai eu, Monsieur Hamon. J'ai pas besoin de ni vous l'emprunter, ni la louer. Non, mais voilà, mais je vous la prête et je m'en réjouis. Vous la reconnaissez ? Oui, mais aujourd'hui, augmenter la TVA, baisser la dépense publique, faire reculer le service public, vous savez, vous, que ça sera plus de pauvreté, difficulté à vivre pour les Français les plus modestes. Rentrons dans le détail. C'est là que moi j'ai une option radicalement différente de la vôtre. Moi je propose le revenu universel pour mieux rémunérer le travail, justement. Rentrons dans le détail. On est d'accord, vous et moi, quand je disais qu'on a des accords sur les insatisfactions du monde d'aujourd'hui. On est d'accord, vous et moi, pour dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et que les cotisations salariales, par exemple, sont trop élevées et qu'il faudrait les baisser. Mais c'est quoi votre proposition? Nous, notre proposition, c'est d'en transférer une partie sur la TVA. Pourquoi? Parce que la TVA, ça permet de faire payer les produits qui sont importés. On a compris. Donc ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les Français qui payent, qu'il n'y ait pas que les Français qui payent. Dis-moi pourquoi vous voulez supprimer l'impôt sur la fortune, 5 milliards d'euros. Les capitaux et ça mais arrêtez, mais arrêtez ça. Mais qui peut croire? Il y a un moment où il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans les entreprises. Vous vous rendez compte que mais c'est la réalité. au moment où excusez-moi, juste si vous posez une question. À l'intérieur de la gauche même, on entend ça. C'est juste factuel. Oui, mais moi j'observe que ceux qui font dans la grande transhumance vers Monsieur Macron, effectivement, il y a des gens qui pensent cela, mais moi je caractérise aujourd'hui le projet de Monsieur Macron. Pardon, je vais pas les défendre. Moi je suis pas chez Macron, mais je trouve pas que le terme de grande transhumance soit sympa pour vos copains, parce que ça s'applique aux moutons en général, la transhumance. Oui, toutes sortes de personnes qui font de la transhumance, mais vous. Oui, enfin en général c'est pour les moutons, la transhumance c'est pour les troupeaux. Bon, arrêtez. Par ailleurs, je vous laisse libre d'interpréter ce que je dis. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est de savoir si ce que vous proposez, qui a déjà été fait ailleurs, qui est une poursuite des politiques austéritaires, ce que M. Macron propose en un tout petit peu plus modéré, mais qui va exactement dans le même sens, vos projets sont de la même facture sur le plan économique. Est-ce que tout cela, qui a déjà été fait ailleurs, qui ne s'est traduit que par davantage de pauvreté, de chômage et de misère, pourquoi cela marcherait-il là où ça a échoué ailleurs? Pourquoi? Je vous demande. Vous sortez 5 ans de gouvernement et vous nous dites mais pourquoi vos solutions seraient mieux? C'est pour ça que j'ai pris mes distances avec les choix de politique économique. Excusez-moi juste, je tiens à ça. Et c'est pour ça que pardonnez-moi, excusez-moi, si vous faites les questions et les réponses, c'est compliqué. Alors laissez Nathalie Kosciusko-Morizet répondre aux questions que vous formulez, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que ça marcherait alors cette fois-là? Vous demandez Nathalie Kosciusko-Morizet. Parce que ça n'a pas été appliqué. C'est toutes les propositions de M. Hamon qui ont été essayées. Je vous dis, le revenu universel d'existence, la baisse du temps de travail, taxer plus. Pour pouvoir faire des promesses électorales, ça a déjà été essayé abondamment par François Hollande. D'ailleurs, au début de son quinquennat, à une époque où certains de ceux qui le critiquent mais maintenant... l'impôt, vous ne le remettez pas en cause, il faut qu'il soit juste, c'est tout. Moi, je souhaite qu'il soit juste. D'accord, mais quand il y en a trop, monsieur Hamon... Mais bien sûr, c'est pour ça que vous avez toute une génération aujourd'hui qui se dit qu'elle va aller faire sa vie ailleurs, parce qu'en France... Mais c'est pour ça ils que ont je suis l'impression qu'on va leur demander de favorable. financer un système social dont ils bénéficieront pas. C'est pour ça que demain, la taxe foncière, je souhaite qu'elle soit prélevée non pas sur les actifs bruts, mais nets, ce qui baissera la charge qui est celle qui pèse aujourd'hui sur bon nombre de jeunes couples qui empruntent pour s'acheter un appartement. Moi, je n'ai pas d'état d'âme, je ne suis pas un obsédé et un fétichiste de l'impôt. Mais je ne suis pas non plus, comme vous, obsédé ou fétichiste à l'idée de baisser toujours les impôts pour qu'il y ait moins de services publics, moins de protection sociale. Je veux simplement qu'aujourd'hui, sur l'emploi, on regarde ce qui n'a pas marché et on a moult exemples et qu'on arrête de prendre l'Allemagne pour exemple pour oublier si on parlait de l'efficacité des services publics, moi il y a une proposition dans vos propositions qui m'a frappée, c'est quand vous voulez mettre la formation professionnelle à l'éducation nationale. Alors la formation... Oui, vous vouliez basculer la formation professionnelle à l'éducation nationale. Non, mais on est tous pour améliorer, monsieur Hamon. On est aussi pour la paix, contre la torture, enfin, je veux dire, c'est comme l'utopie, on est à fond, là, on aime ça. Pour la Russie et puis aussi, le sport à la place du pas la garantie de la paix, mais ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs. Je comprends. Est-ce que vous êtes pour la paix? Attention à ce qui peut se passer, quand même. On va y revenir ensuite, on va en parler ensuite. Parabellum, comme disait l'autre. Oui, mais non, c'est Najat. C'est pas parce qu'on fait du latin qu'on va... Est-ce qu'on peut rester juste sur un propos, s'il vous plaît, pour que les gens qui nous suivent nous suivent. Sur la formation professionnelle,
vous parlez d'efficacité. Vous nous dites que vous voulez dans votre programme, vous nous dites que vous voulez la confier à l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment efficace de faire comme si des personnes de 50 ans allaient se former en fait comme des adolescents de 15 ans? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment efficace de vouloir confier la formation professionnelle, la formation des techniciens, la formation, si je voulais caricaturer, je dirais, est-ce que c'est les agrégés de géographie qui vont former les boulangers? J'ai conscience d'être caricatural avec ce propos. Ceci dit, l'idée d'aller confier la formation professionnelle à l'éducation nationale, c'est l'envers du mouvement qui est réclamé par tous aujourd'hui. C'est dans votre projet. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'éducation nationale, l'ouverture des universités à un certain nombre de personnes qui, en formation continue, doivent pouvoir, dans l'université, se former. L'amélioration de l'alternance et de l'apprentissage par l'éducation nationale, tout ça va dans le bon sens. Je suis partisan aujourd'hui de l'alternance comme un moyen, justement, de prolonger... Il y a un énorme problème de formation professionnelle et vous voulez juste donner plus de rôle à l'éducation nationale là-dedans. Parce que l'éducation nationale joue un rôle alors important. Que le problème, c'est la proximité, notamment avec le monde de l'entreprise. Elle forme bien à quoi? Sauf que, au monde de l'entreprise, vous êtes sûr de ça? que vous vouliez la régionalisation, moi je n'y suis pas favorable, parce que si c'est la régionalisation, nous allons avoir de vraies concurrences et de vraies inégalités d'une région à une autre, et que nous trouverons les meilleures formations dans les régions les plus riches et les moins bonnes dans les régions les plus pauvres. Donc oui, il faut à un moment où nous pensions aussi par l'éducation nationale, par la régulation. Que des formations loin du monde du travail. Je ne suis pas pour le tout état. Je vous fais pas le reproche. Ça fonctionne. Non, mais je constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. J'essaie de trouver des solutions. Ces solutions, je ne dis pas qu'elles sont forcément dans ce que nous avions dans nos programmes en 95 ou 2012. La formation professionnelle, c'est comme plein d'autres choses. Ça fonctionne pas. Le problème, c'est que les solutions que propose Benoît Hamon, c'est toujours les solutions du monde d'avant et même du monde d'avant-avant. Donc la formation professionnelle pour aller dans le monde de l'entreprise, c'est l'éducation nationale qui va le faire. Non mais bon. Je pense que philosophiquement, c'est vraiment le monde d'avant, le monde d'avant. Écoutez, c'est là que nous avons un désaccord profond, et c'est là où je pense que, au bout du compte, vous êtes très forte sur le diagnostic, mais très faible sur les solutions. Je pense le contraire. Oui, mais parce que regardez où nous en sommes aujourd'hui, et regardez ce que propose François Fillon, qui est votre candidat, que vous avez rallié après les primaires, mais qui propose aujourd'hui des potions qui sont des potions d'une incroyable violence pour les Français, qui ne voient pas que dans le domaine de la santé, de la maladie. Mais est-ce que ce sont toujours les mêmes qui doivent payer? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours obsédé à l'idée que les pauvres doivent se justifier de leur indemnisation, qu'il faille prendre de l'argent sur les Français qui vont faire leurs courses par de la TVA? De la casse de 5 ans de votre quinquennat. Mais écoutez-moi, aujourd'hui je propose quelque chose qui tourne la page. C'est qui aujourd'hui? Vous proposez de tourner la page. Excusez-moi, comme il nous reste 2 minutes, ce sera malheureusement trop court, quoi qu'il advienne, mais là, je voudrais qu'on parle de l'Europe. Et un mot, vous êtes d'accord? Excusez-moi, Benoît Hamon, s'il vous plaît. Un mot sur la politique internationale, parce que parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît, sinon plus personne ne comprend rien. Juste un mot là-dessus, puisque Benoît Hamon, vous avez parlé. Moi, je suis pas juste. Non, excusez-moi, Nathalie Kosciusko-Morizet. Laissez-moi finir. Non, mais je peux encore poser les questions de mon émission, vous permettez, vous allez y répondre, elles sont pour vous. Elles sont pour vous. Ben oui, mais vous allez pouvoir vous exprimer tous les deux. Juste, Benoît Hamon, vous avez une charge assez dure tout à l'heure au sujet de François Fillon sur les Vladimir Poutine proximité que vous dénoncez avec le président russe. Vous êtes là, Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous propose donc, et je vous donne la parole, et avec plaisir, de répondre à cette question sur la proximité de François Fillon avec Vladimir Poutine, dans le process de construction européenne qui inquiétait tout à l'heure Benoît Hamon. François Fillon constate, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que la politique étrangère de la France ces dernières années n'a pas été un succès, ni un succès en termes de lisibilité, ni un succès en termes d'efficacité. Et notamment que l'attitude de défiance très systématique, d'isolement en fait, à l'égard de la Russie, a porté peu de fruits, que ce soit aux marges de l'Empire russe ou que ce soit du côté de la Syrie. Donc, il propose tout simplement qu'on renoue le dialogue. Mais je voudrais rebondir sur ce sujet-là, et ça vaudra sur ce sujet-là comme sur l'autre. Attendez, laissez-moi finir. Non, mais là, vous avez fini sur la Russie. Non, mais enfin, vous m'avez interpellé juste avant et j'ai pas répondu à votre interpellation. C'est un empire, la Russie. C'est bien que vous ayez ça dans la tête. Moi, je ne pense pas que je discute avec un empire demain. Demain, nous discutons avec un pays qui a ses intérêts, la Russie, que je respecte. Ça doit être un atavisme personnel. Mais c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense que s'aligner sur la question de la Syrie, comme sur la question aujourd'hui des frontières qui sont celles de l'Union européenne, sur la position du Kremlin est dangereux. Et vous trouvez que notre politique en Syrie, elle a été super réussie? On parle tous les jours avec la Russie. Il faut arrêter de dire qu'on n'y parle pas. Notre politique en Syrie, parce que vous êtes comptable de ça, vous sortez le son quinquennat. Vous trouvez que c'est formidable? Comme moi, nous appartenons à une génération de dirigeants politiques qui va avoir à parler au nom de la France. Est-ce que vous voulez, vous, moi je ne le veux pas, que nous réouvrions avec la Russie le dossier des frontières? François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen disent oui. Je trouve cela, mais
incroyablement dangereux. Et en tant que responsable politique français et européen, je m'attache à ce que demain des pays européens comme les pays baltes, je m'attache à ce que des pays européens qui dans l'Union européenne ne veulent pas qu'on réouvre les disputes territoriales, ne se retrouvent pas dans cette situation où, à cause de la France, l'agenda européen d'une conférence un dernier mot à ce sujet, l'Atlantique à l'oral remet en cause la question des dernier mot à ce sujet, s'il vous plaît. Sur ce sujet, comme sur le précédent, celui du principe de précaution, je voudrais vous dire, Benoît Hamon, que moi, je me suis engagée dans la primaire. Mais je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. À soutenir le candidat qui gagnait la primaire. J'ai cru comprendre que vous critiquiez énormément les personnalités de votre famille politique qui, après avoir pris cet engagement, ne l'avaient pas tenu. Moi, je soutiens François Fillon avec loyauté parce que c'est la suite de la primaire et parce que je pense que c'est la condition de l'alternance. Il y a des sujets sur lesquels j'ai des points de désaccord, c'est évident. Sinon, j'aurais pas fait une campagne différente en primaire. Par exemple, le principe de précaution, je veux dire très clairement, je suis contre sa suppression. Mais monsieur, attendez, je voudrais finir. Monsieur Hamon, vous pouvez pas considérer que c'est un vice pour Manuel Valls de ne pas suivre la règle de la primaire et vouloir... Alors je ne dis pas que c'est un vice. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je veux dire, ce qui est une vertu chez vous ne peut pas être un vice chez moi, vous comprenez. Mais je salue l'attitude qui a été la vôtre, parce que je considère qu'en démocratie, quand celle-ci est aujourd'hui interrogée, questionnée par bon nombre de nos concitoyens, le premier devoir d'un responsable politique est de respecter le verdict des urnes. Donc oui, je salue l'attitude qui a été la vôtre. Nous accueillons à nouveau Yannick Halimi et Edwige Chevrillon qui vous ont écouté avec attention et qui viennent dire ce qu'elles ont pensé de cet échange. C'est une tradition dans cette émission. Edwige Chevrillon, qu'avez-vous pensé de ce face-à-face? Moi, j'ai trouvé ça au départ très intéressant parce que c'est vrai que vous avez tous les deux une manière de regarder le monde un peu différemment. Vous avez dit que vous appartenez à cette génération qui est assez marquée par la transition écologique, transition numérique. Bon, après, j'ai envie de dire, les vieux réflexes politiques ont pris le dessus. Vous êtes écharpé sur les robots, sur la taxe, sur le robot socialiste. Parce qu'il y a des visions différentes. Il y a des visions différentes, sur les solutions différentes. Mais c'est intéressant, c'était de voir que, quelque part, il y a vraiment un point de convergence entre vous deux. Moi, je rejoins un peu Edwige, mais on a assisté à un débat entre deux jeunes quadragénaires, mais qui se situent dans la plus pure tradition du clivage. Ça me réjouit que vous me disiez. Oui, voilà, il fallait que je vous fasse plaisir quand même un petit peu. Plus pure tradition du clivage droite-gauche. Alors on peut s'en réjouir, on peut le regretter, mais quand Nathalie Kosciusko-Morizet parle d'entreprise, Benoît Hamon parle de salariés, quand Benoît Hamon parle de services publics, Nathalie Kosciusko-Morizet parle plutôt de fonctionnaires. Bon, on peut comme ça décliner à l'infini, mais bon, c'est finalement sans surprise. Voilà. Peut-être malheureusement. Mais bonne nouvelle, moi je vous dis, bonne nouvelle, je sais pas ce qu'en pense Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y a rien de pire que ceux qui finalement, dont on considère qu'au bout du compte, rien ne les différencie, sauf le fait de garder le pouvoir qui les réunit aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie de réunir tous ceux qui veulent garder le pouvoir, j'ai envie de proposer un chemin. Et ce que moi j'ai toujours reconnu à Nathalie Kosciusko-Morizet, depuis longtemps, c'est le fait qu'à droite, elle propose une option. Alors, on l'apprend pas. Mais ça ne procède pas de la vérité, c'est une option politique, ça s'appelle la démocratie. Et si on peut avoir des points communs sur certains sujets, heureusement qu'on n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Le débat. Merci à toutes. Merci Benoît Hamon d'avoir été avec nous ce dimanche. Suite de BFM Politique dans quelques instants sur BFM TV.